Avec toute la considération qu'Horizon 3 Radio vous porte, bonjour. Les titres du journal. Éthique et déontologie du journalisme. Jacques Famdongo appelle les médias au respect des règles. Le ministre de l'Enseignement supérieur, par ailleurs ancien coordonnateur de Cameroun Tribune, l'a martelé au cours du colloque scientifique international relatif au cinquantenaire de la presse à capitaux publics Cameroun Tribune hier. Conclave des gouverneurs, la clôture de la première conférence semestrielle 2024 des gouverneurs, c'était hier à l'hôtel de ville de Yaoundé. Au terme de 2 jours de travaux, les autorités administratives sont parties de l'appareil d'instruction venant de leur supérieur hiérarchique, Paula Tangandji. Le bilan de cette rencontre vous est dressé dans ce journal. Et puis en sport, on vous amène à la découverte du badminton, une discipline sportive qui est encore à ses balbutiements au Cameroun. Et cette découverte fait suite à la journée mondiale du badminton qui se célèbre aujourd'hui. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. 92.2 FM. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Horizon 3 Radio et merci de toujours vous informer sur nos antennes. Ouvrons cette édition avec une petite annonce. Le petit Guimatia Yvon, l'enfant de 14 ans tué par un gendarme hier à Sancho, sera inhumé demain samedi 6 juillet 2024 à Balévin. La gendarmerie nationale prendra en charge tous les frais liés à ses obsèques selon quelques sources. L'enfant a été victime d'une balle perdue hier à Sancho dans la région de l'Ouest, alors que le chauffeur de la voiture dans laquelle il était à bord tentait d'échapper au contrôle d'un gendarme. Les médias appelaient à respecter l'éthique et la déontologie du journalisme. Le ministre de l'Enseignement supérieur l'a réitéré au cours du colloque scientifique international marquant les 50 ans du Cameroun Tribune. L'événement s'est ouvert hier en présence de la directrice de publication Marie-Claire Nana et il s'achève aujourd'hui. Retour sur les moments marquants de l'ouverture avec Emmanuel Kouatangana. Ils sont plusieurs responsables d'entreprises de presse, journalistes et autres personnalités œuvrant dans le domaine de la communication à participer ce 4 juillet au colloque marquant les 50 ans de Cameroun Tribune à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Placé sous le thème presse publique, pluralisme et révolution numérique, les participants de ce colloque ont bénéficié de la leçon inaugurale dispensée par le professeur Jacques Famdongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques et directeur scientifique du dit colloque. Dans ses propos, le membre du gouvernement a insisté sur l'importance de la presse publique tout en évoquant qu'elle est au service de l'État, en d'autres termes au service de tous, pour tous et par tous. Une emphase a également été mise sur les 4 missions du journaliste, à savoir l'information qui doit être de qualité, l'éducation quant à elle, qui consiste à éviter les informations excitant à la rébellion et à la diffamation, la résilience sociale et le divertissement ne sont pas en reste. Le lien fait avec le numérique intervient dans un sens général où le numérique accélère le mode de communication, l'accélération des scoops, le tout couronné par une distance zéro. La presse classique doit désormais s'arrimer aux nouveaux canaux de diffusion de l'information afin d'être au parfum de l'actualité tout en respectant l'éthique et la déontologie. Du côté du sud-ouest à Akwaya, les chefs traditionnels sollicitent plus d'aide du gouvernement pour le développement de leur commune. À ce propos, ils sollicitent le renforcement des mesures sécuritaires pour faire face à l'insécurité qui règne dans les régions anglophones. Et ces requêtes ont été portées à l'attention du Premier ministre chef du gouvernement hier dans son département ministériel. La première conférence semestrielle des gouverneurs s'est refermée hier du côté de l'hôtel de ville de Yaoundé. Au terme de 2 jours d'échange, l'heure est au bilan. Pour cela, on se tourne vers vous, Lucien Balambarga. La première conférence semestrielle des gouverneurs qui s'est refermée à l'hôtel de ville de Yaoundé hier a été une occasion de faire le bilan de la situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national. Paula Tangandji, ministre de l'administration territoriale. Il y a lieu d'affirmer qu'en dépit des atteintes à la tranquillité publique que l'on peut déceler ça et là, dans quelques-unes de nos régions, la situation sécuritaire du pays est globalement sous contrôle
et la paix règne sur l'ensemble du territoire national. Les gouverneurs des 10 régions qui ont pris part à ces échanges de 2 jours ont été fixés sur les différentes missions à accomplir au sein de leurs unités de commandement. Votre sens d'anticipation ainsi que celui des préfets et des sous-préfets doivent être très élevés afin de mettre hors d'état de nuit en un temps record toute velléité insurrectionnelle ou de perturbation de l'ordre public. Vous devez créer et installer dans vos unités de commandement respectives les cellules de veille sécuritaire véritablement opérationnelles. Concernant les accidents de la circulation devenus récurrents sur les axes routiers, le ministre de l'administration territoriale émet le vœu d'inverser la tendance. Vous devez prendre des décisions idoines pour réglementer les heures de circulation des véhicules gros porteurs qui font des ravages sur nos routes, notamment l'axe Yaoundé-Douala-Bafoussam, tristement surnommé le triangle de la mort. De plus, le secteur des mototaxis sur leur identification n'a pas été en reste. Le même degré de vigilance devra être accordé au secteur des mototaxis. Je vous engage à cet effet à intensifier la campagne d'identification des conducteurs de ces engins à 2 roues. Dans certaines localités criminogènes du pays, les engins à 2 roues seront remplacés par des tricycles plus convenables au maintien de l'ordre. Comme je l'ai indiqué à l'ouverture de nos travaux, aucune complaisance ne devra être tolérée. La rigueur devra être observée. Les récalcitrants devront être interpellés et remis à la justice. En clôturant les travaux, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi compte sur la promptitude des gouverneurs pour la mise en pratique de ces instructions. Anticiper et mettre hors d'état de nuit toute velléité insurrectionnelle ou de perturbation à l'ordre public, telles sont donc les instructions du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi au gouverneur des 10 régions du Cameroun. Pendant ce temps, une nouvelle scission plane sur l'Union des populations du Cameroun, en abrégé UPC. À quelques mois des échéances électorales, quelques militants du parti ne sont pas unanimes sur l'adhésion du parti à l'Alliance pour une transition politique. Yvan Amini pour plus de précisions. C'est une brouille qui règne au sein de l'Union des populations du Cameroun à la veille des différents scrutins prévus au Cameroun en 2025. Le week-end dernier, les UPCistes devraient tabler sur la question relative à l'adhésion du parti avec l'Alliance pour une transition politique conduite par le professeur Olivier Billet dans le but de challenger le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui règne au pouvoir depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Robert Mbapolipot, un des principaux cadres de l'UPC, serait l'un des responsables de l'annulation de cette réunion. D'après certaines sources, il aurait déposé une requête auprès du préfet du Vouri pour faire annuler la rencontre, estimant qu'elle pourrait conduire à de troubles à l'ordre public. De plus, l'ancien député rappelle aux militants de l'UPC de soutenir massivement le candidat du RDPC en 2025, comme ce fut le cas aux élections présidentielles de 2018. Pour lui, c'est la suite logique de l'Alliance républicaine signée en 1992 entre l'UPC et le RDPC. Cette importante assise avait été programmée par les militants Pierre Baléguel-Cotte et Abiba Issa, tous cadres du parti. Si ce problème persiste au sein de l'UPC, l'on assistera dans les prochains jours à une seconde division au sein de ce parti. 92.2 FM. Vous écoutez Horizon 3 Radio, vous écoutez le journal. Poursuivons la 3e réunion du comité de pilotage du projet FSPI-TE qui s'est tenue au Centre d'information et de documentation sur l'environnement de Yaoundé a réuni les acteurs de la société civile autour des problèmes liés à l'environnement et à la transition écologique. Les détails avec Merveille Andela. Renforcer, structurer et professionnaliser les organisations de la société civile camerounaise, tels sont les objectifs majeurs de cette 3e session du comité de pilotage du projet FSPI Transition écologique. Jacques Jonathan Nyemb, président du conseil NSAF, et Amel Ahmed Boudouda, représentante conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Cameroun. Et il est important que le Cameroun, qui est situé en plein cœur du bassin du Congo, prenne son leadership sur ces questions de transition écologique. Et les questions climatiques sont une question qui peuvent uniquement être résolues de manière globale avec un engagement de tous les pays.
Donc c'est pour ça que nous sommes engagés au Cameroun sur ces questions-là. Et au-delà de ça, notamment à travers le Conseil pour les recommandations du nouveau sommet Afrique-France, le cœur de ce projet, c'est qu'il soit innovant dans la collaboration, dans son suivi de manière vraiment co-construite. Face aux défis du changement climatique, la dégradation des écosystèmes, la perte de biodiversité et la sécurité alimentaire, il est important de promouvoir des modes de production et de consommation plus respectueux de l'environnement, la transition écologique étant un enjeu majeur pour le développement durable au Cameroun. Nana Aboubakar Diallo, ministre délégué près le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Il faut des projets innovants, modestes, qui permettent donc la préservation de la biodiversité et de lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Le Fonds de solidarité prioritaire pour l'innovation FSPI fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique l'une de ses priorités, tout en favorisant le développement économique, social, inclusif et durable au Cameroun. La place portuaire de Douala a abrité il y a quelques instants seulement l'inauguration de l'exportation vers l'Algérie de la première marchandise de containerisée. Il s'agit de 100 tonnes de lingots d'aluminium produits au Cameroun à destination de l'Algérie. L'événement s'est déroulé sous la direction du ministre du Commerce Luc Magouambarga à Tangana, représentant du Premier ministre, chef du gouvernement. Mais avant, Olivier Mekoulou Vondo, l'actuel directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, a intégré le conseil d'administration de l'Afreximbank, la banque africaine d'import-export. Cette admission a eu lieu lors de la 31e assemblée générale qui s'est tenue du 12 au 14 juin dernier à Nassau, aux Bahamas. Madeleine Bando. Mekoulou Vondo va désormais siéger au sein du conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export. Il remplace son compatriote Jean-Marie Benoît Mani, qui avait intégré le bord en 2016 dans la catégorie des administrateurs de la classe B. On retrouve dans la même catégorie l'Ivoirien Victor Nambelesini Siloué, le Zimbabwéen John Mangoudia et le Mauricien Kinjong-Li Wongwing. Patron de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun depuis 2008, Mekoulou Vondo est connu pour sa rigueur et son sens du leadership, des qualités qui lui ont permis de réaliser de belles performances à la tête du Fonds des retraités. Diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature, cet ancien inspecteur d'État apportera sans doute un plus dans la prise de décision au sein du conseil d'administration d'Afreximbank. L'Institut panafricain s'est en effet engagé dans une dynamique de renforcement de ses interventions sur le continent et a, à cet effet, procédé à une augmentation de capital de 300% pour le porter à 25 milliards de dollars. D'autres nominations au sein du conseil d'administration ont également eu lieu, notamment celle de la Nigériane Lydiane Shehu Jaifa qui remplace son compatriote Aliou Ahmed, ainsi que la chinoise Yu Wen qui remplace Lili Yang en tant que représentante de la Banque d'import-export de Chine. Mais le fait majeur, c'est la nomination d'Amadou Hott, ancien ministre de l'économie du Sénégal et actuellement envoyé spécial du président de la BAD pour l'Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique. À Ebolova, chef-lieu de la région du Sud, la 15e édition de la foire transfrontalière d'Afrique centrale arrive à grands pas. Elle débutera le 7 juillet prochain et près de 1000 exposants étrangers et nationaux sont attendus. 92.2 FM. Au Togo, retour au pays natal pour Abgeyome Kodjo, du moins pour Sadi Pouye. Le corps de l'ancien premier ministre togolais a été rapatrié le jeudi 4 juillet 2024 du Ghana à Lomé. C'est sur cette nouvelle que nous vous laissons feuilleter l'actualité étrangère avec notre stagiaire Dorette Ngossi. Au Togo, la dépouille de l'ex-premier ministre Gabriel Agbeyome est arrivée hier 4 juillet dans la ville de Lomé. Décédé en mars 2024 alors qu'il était en exil au Ghana, Gabriel Agbeyome était arrivé à la seconde place de la présidentielle le février 2020 avec 19,46% de voix contre 70,54% de voix pour le président actuel Faure Gnassingbé. Des résultats qui avaient contesté jusqu'à sa mort le 3 mars 2020
2024. Il sera inhumé le samedi 6 juillet dans la stricte intimité familiale dans sa terre natale à Tokpli. En Tunisie, à l'approche des élections présidentielles qui se tiendra le 6 octobre prochain, l'instance chargée de l'organisation des élections, l'ICI, a mis à jour le 4 juillet dernier les conditions pour être candidat. Ces conditions varient par rapport à la loi électorale précédente. La nouveauté, c'est que les candidats ne peuvent pas être binationaux, ils devront abandonner leurs autres nationalités pendant la campagne. L'âge minimum requis varie entre 35 à 40 ans. Et seuls les musulmans pourront prétendre à être candidats comme auparavant. Au Royaume-Uni, le Parti travailliste de Keir Starmer sort vainqueur des élections législatives le 4 juillet dernier face au Parti conservateur. Selon les sondages de l'Institut Ipsos, le Parti travailliste obtiendrait 410 sièges sur les 660 de la Chambre des communes contre 131 sièges pour les conservateurs. C'est une majorité sans précédent que remporte le Parti travailliste face aux conservateurs. D'un autre côté, le Parti des libéraux se renforce avec 61 députés et le Parti anti-immigration et anti-système réforme gagne 13 sièges au sein du Parlement. Toujours au-delà de nos frontières, la Banque mondiale suspend ses décaissements au Gabon. Cette suspension s'applique auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, non encore retirée. Le bailleur de fonds international accuse le pays de Brice Oligui Nguema d'accumulation d'impayés s'élevant à environ 10,4 milliards de francs CFA. Parlons de sport à présent et du tournoi de qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en basketball. Le Cameroun se qualifie pour les demi-finales. Les Lions de la Balle Orange ont joué contre le Brésil hier, un match qu'ils ont remporté sur un score de 77 à 74. La prochaine rencontre aura lieu demain contre la Lettonie. Et s'agissant de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le tirage au sort s'est tenu hier à Johannesburg en Afrique du Sud. Le Cameroun est logé dans le groupe J aux côtés de la Namibie, le Kenya et le Zimbabwe. Un groupe abordable pour les quintuplés champions d'Afrique, dites-vous Alex Rodrigue Bekono. Si aucune de ces nations n'a un passé aussi glorieux que le Cameroun, les coéquipiers d'Aboubacar Vincent n'ont pas pu s'imposer à 2 reprises face aux Namibiens. C'était déjà lors des qualifications de la CAN 2023. Après un match nul à Yaoundé, les Braves Warriors se sont imposés au retour. Mais dans l'ensemble, c'est un groupe qui semble facile pour une équipe qui a recrouvé du jeu avec l'arrivée du technicien belge sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun. Il faudra terminer parmi les 2 premiers pour accéder à la 45e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en terre marocaine en 2025. Pour le reste, le tenant en titre, la Côte d'Ivoire, aura fort à faire dans le groupe G avec la Zambie, championne d'Afrique 2012, la Sierra Leone et le Tchad. Finaliste de la dernière édition et tombeur du Cameroun en 8e de finale, le Nigeria est logé dans le groupe D avec le Bénin, la Libye. Les Super Eagles sont déjà dans le même groupe que les écureuils du Bénin dans le tour qualificatif pour le Mondial 2026. Rappelons que les 2 premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour la phase de poule de la compétition. Seul le groupe B aura une seule équipe qualifiée car le Maroc, pays hôte, est d'ores et déjà qualifié. La compétition se tiendra pour la première fois de l'histoire au mois de décembre 2025. Une dérogation du calendrier en raison de la Coupe du monde des clubs qui aura lieu en juin 2025, date initialement prévue pour la compétition. Le badminton est célébré ce 5 juillet 2024 à travers le monde entier. Ce sport fait ses premiers pas au Cameroun depuis quelques temps. Notre reporter Amand Belobo nous fait découvrir ces disciplines sportives qui encore à ses balbutiements au Cameroun. Faire tomber le volant dans le terrain adverse sans le faire sortir des limites définies au sol. Pour jouer, une raquette, un volant et un filet, pas plus, en intérieur comme en extérieur, à condition d'avoir un volant lesté. Le volant remplace ici la petite balle au tennis. Le badminton est un sport accessible à tous. Enfants, femmes, hommes ou seniors, tout le monde peut s'y mettre en fonction de ses envies et de ses objectifs. Au Cameroun, cette discipline n'est pas le sport roi qui mobilise toutes les attentions. La Fédération camerounaise de badminton s'attelle néanmoins à assurer la promotion de ce sport dans tout le triangle national. Chimène Guodem, secrétaire général de la FECABAD. Le badminton est aussi valablement représenté
dans des jeux multisports que sont les finales FENASCO Ligue A et Ligue B. Donc, le badminton était à Limbe et le badminton était aussi à Bafoussam. Sur un plan purement fédéral, il est organisé en moyenne une activité chaque mois depuis le mois de février. Donc après, et dans une ville différente du pays. Ce sport, voisin au tennis, a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de s'installer définitivement dans les cœurs des Camerounais. Et cette journée mondiale du badminton n'a pas laissé indifférent la FECABAD. Vice-président de la FECABAD, Roger Stéphane Afami. Évidemment, la compétition qui s'est déroulée à Bertois, elle a été programmée dans le cadre, n'est-ce pas, de la promotion du badminton, prélude de la journée mondiale du badminton, qui est aujourd'hui le 5 juin. Donc, dans le monde entier, toutes les fédérations sportives organisent des événements. Il y a les tables rondes, il y a les séances d'éducation, il y a les pratiques d'entraînement, il y a les pratiques de vulgarisation. Il y a même des compétitions. Chaque fédération, n'est-ce pas, célèbre cette journée et telle qu'elle a... Il est bon à savoir qu'un joueur de badminton est appelé un badiste. Passé de 23 minutes, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir écouté, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Éthique et déontologie du journalisme, Jacques Famdongo appelle les médias au respect des règles. Le ministre de l'Enseignement supérieur, par ailleurs ancien coordonnateur de Cameroun Tribune, l'a martelé au cours du colloque scientifique international relatif au cinquantenaire de la presse à capitaux publics, Cameroun Tribune hier. Conclave des gouverneurs, la clôture de la première conférence semestrielle 2024 des gouverneurs, c'était hier à l'hôtel de ville de Yaoundé. Au terme de 2 jours de travaux, les autorités administratives sont parties de l'appareil d'instruction venant de leur supérieur hiérarchique pour la Tangandi. Le bilan de cette rencontre vous a été dressé dans ce journal. Et puis en sport, on vous a amené à la découverte du badminton, une discipline sportive qui est encore à ses balbutiements au Cameroun. Et cette découverte fait suite à la journée mondiale du badminton qui se célèbre aujourd'hui. Voilà, c'était tout. À la mise en onde de ce journal, nous avions Materne Ondoa et Jeff Binze était à la réalisation. Journal préparé par la rédaction d'Horizon 3 sous la coordination de Christelle Tigniama et la supervision générale de François Biba. Au micro de présentation, je suis Stella Eda. Retrouvez Jeff Binze à 14h pour le condensé des informations en langue anglaise et Merveille Andela à 19h30 pour le journal du soir. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 12h pour une nouvelle édition du 12h sur